Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Coucou. Donc quelques mots avant de passer la parole à Robert qui va animer cette soirée. C'est notre dernière séance de la saison 2016-2017 et donc nous sommes en phase de préparation de la saison suivante, 2017-2018. Donc vous n'êtes pas très nombreux ce soir, mais c'est pas grave. Vous êtes, il y a la qualité. Nous sommes en train donc de se pencher sur le nouveau programme. Si vous avez des idées, si vous souhaitez qu'un thème de société soit abordé dans la saison prochaine, n'hésitez pas à nous le communiquer sur notre adresse mail et on s'efforcera de préparer cela avec, si vous avez même une idée de film qui l'accompagne, c'est encore mieux. Mais voilà. Voilà. Et si vous avez une idée ce soir, nous la prenons ce soir. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons eu l'agréable surprise de nous voir attribuer, ces jours-ci, l'agrément jeunesse et éducation populaire. Et ça, je vous prie de croire que à la petite équipe des ciné-débats des citoyens, ça nous a boosté et ça nous a vraiment fait un grand plaisir parce que nous l'avons ressenti comme une récompense de tout notre travail que nous effectuons depuis 5 ans maintenant, puisque c'est la 5e saison que que nous avons vécue et on entamera la 6e. Et ça nous encourage à poursuivre, parce que c'est une reconnaissance de l'État, puisque c'est le service préfectoral de la cohésion sociale qui nous a attribué cet agrément. Voilà. J'en profite pour vous dire que il y a 5 ans, lorsque nous avons démarré les ciné-débats citoyens, nous arrivions difficilement à les nommer, et c'est en voyant cette attribution d'agrément de jeunesse et éducation populaire que on a peut-être mis 5 ans après les mots sur ce que nous voulions faire il y a 5 ans. C'est vraiment l'objectif que nous n'arrivions pas à nommer, c'est vraiment de l'éducation populaire que nous voulions faire. Et donc nous avons démarré il y a 5 ans. On n'a rien inventé, hein. Les débats sur des films, ça a existé il y a bien des années. La télévision et les médias ont fait que les gens sont restés collés au fauteuil devant leur télé et ça ne s'est plus fait. Et on a senti que on a eu la perception que ça correspondait à une demande. Et effectivement, ça a marché. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons fait les petits. Rien qu'autour de l'orgue, je vais sans doute en oublier, hein, mais je peux vous citer par exemple les ciné-soupes et ciné-rencontres de Salerne, au cinéma La Tomette. Je peux vous citer les ciné-soupes de Tourtour sur les courts-métrages. Je peux vous citer les ciné-soupes de l'usine de la Redonne au Flyosquet. Je peux vous citer le fait que CGR à Draguignan, notamment cette année, a ouvert ses salles au monde associatif, et les associations se succèdent pour présenter des films de société. Alors les associations sont multiples, hein. Il y a Colibri bien entendu, mais il y a aussi la Ligue des droits de l'homme, il y a aussi Migrants Varest, hein, Amnesty International, etc. Et bien entendu, je ne dois pas oublier nos amis de Ciné Bleu qui, depuis le début de l'année, font de multiples rencontres avec les réalisateurs. Voilà. Donc tout ça, eh bien, si vous voulez, nous ne le ressentons pas comme de la concurrence, nous le ressentons au contraire comme le fruit de ce que nous avons semé il y a 5 ans, et plus il y aura de débats et de ciné-débats sous toutes les formes, que ce soit ciné-soupe ou autre chose, autour de nous, eh bien, ça rentre dans le cadre de l'éducation populaire, qu'on le veuille ou non. Puisque venir regarder un film et en discuter avec son voisin, avec l'intervenant, eh bien, c'est
c'est quelque chose qu'on n'a pas chez soi, et on a pensé qu'il fallait se réhabituer à cela. Voilà, je suis bavard, hein, alors comme d'habitude, je m'arrête et je passe la parole à Robert. Merci Gérard. Alors bonsoir tout le monde et merci d'être venus. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous allez le retrouver, vous allez le redécouvrir, je dirais le déguster, ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez vivre un moment de cinéma comme on n'a pas souvent l'occasion d'en vivre. Donc le film est un peu... il dure un certain temps, donc, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc Hasta la Vista, c'est une météorite. Qui va parler du handicap, voilà, sous prétexte de parler de sexualité. Voilà, ce sera un peu le débat de ce soir, le handicap et la façon dont nous percevons, dont nous vivons avec les handicapés sur la Terre. Le réalisateur, c'est un Geoffrey Einthoven, qui est un Flamand, qui a déjà quelques films à son actif et qui a une sensibilité sur les personnes qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Si on avait le temps, je vous citerai sa filmographie, mais je ne vais pas m'attarder parce qu'il faut qu'on démarre le film rapidement. 4 acteurs, 4 grands acteurs dans ce film. Vous avez peut-être lu le synopsis, 3 jeunes garçons, donc entre 20 et 25 ans, handicapés à divers niveaux, vous allez voir, vont vivre une aventure extraordinaire et ils vont rencontrer quelqu'un qui va les accompagner tout au long de cette aventure. C'est un road movie qui ne va pas nous laisser de marbre. On en reparlera tout à l'heure puisque dès l'entame du débat, je vais vous lancer sur vos émotions parce que vous allez voir qu'il y en aura certaines. Alors ce soir, on aura comme intervenant notre ami Francis Debeda, qui travaille dans une association qui s'occupe de personnes handicapées, donc l'ADAPI, qui est une grande association française, et qui est chef de service de foyer de vie, et il va se présenter tout à l'heure, d'accord? Donc il viendra tout à l'heure devant l'écran, voilà. Donc Gérard, si tu es prêt, donc on peut lancer parce que ça vaut le coup que je me taise. Voilà, un peu de lumière, merci. Alors, pour vous permettre de récupérer un peu, je vais parler. Parce que je sais l'effet que ça fait, moi je l'ai vu, et puis quand on vient de le voir pour la première fois, on est tout bizarre, on est tout chose. Alors, ce film, donc, il est sorti en 2011 en Belgique, et il a fait quelques festivals, à la fois en Europe et puis au Canada. Donc il a remporté au Festival de Montréal en 2011, il a gagné 3 prix. Donc le Grand Prix des Amériques, le prix du public et le prix du jury œcuménique. Au Festival de Valladolid, en Espagne, il a gagné 2 prix. Et en France en 2012, puisqu'il est sorti en France en 2012, il a gagné le prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez à partir de mars 2012. Et c'est à Montréal, je crois, que Claude Lelouch a vu ce film. Et il est devenu fou de ce film, il a été pris d'une émotion extraordinaire, et il s'est mis en relation avec le producteur flamand, et il lui a proposé de produire ce film en France. Donc il est sorti en France en mars 2012, sous la houlette de Geoffrey Einthoven, comme je vous le disais tout à l'heure, et il a mis en valeur ces 4 acteurs, 4 personnages que vous avez pu rencontrer dans ce film. Donc Robrecht van der Toren, c'est Philippe. Gilles de Schrijver, c'est Lars, le petit blondinet. Tom Odenert, c'est Joseph, le malvoyant. Et Isabelle de Hertog, c'est Claude. Voilà. Donc Claude Lelouch est tombé amoureux de ce film et il a voulu vraiment le promouvoir à fond, donc c'est ce qu'il a fait. Alors, vous avez compris l'histoire, donc ces 3 jeunes d'une vingtaine d'années qui décident de se payer un voyage sous prétexte d'aller faire la route des vins. En fait, ils ont le souhait d'aller enfin connaître ce que c'est qu'une relation sexuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce film est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un Américain qui s'appelle Asta Philpott, qui est né en 82 en Floride, et qui a vécu cette aventure, cette histoire, parce que quand il est arrivé à l'âge où il pouvait mettre en œuvre sa sexualité, il avait appris que en Espagne,
il y avait effectivement des bordels, hein, on va dire le mot, qui pouvaient accueillir ces personnes-là, donc ces personnes différentes. Et donc, il a commencé à en parler après avoir vécu cette expérience qu'il a trouvée fantastique, dans tous les sens du terme. Il a commencé à parler de son expérience, et il y a eu un documentaire qui a été fait, un documentaire qu'on peut trouver sur la toile. Et c'est à partir de ce documentaire qu'a vu Geoffrey Einthoven qu'il a décidé de faire le film, en s'appuyant donc sur des faits réels. Donc, bien sûr que vous avez vu des éléments de romance, des éléments de cinéma, hein, il y a aussi beaucoup de leurres dans ce film, hein, je pourrais vous les citer tout à l'heure, mais c'était pour mieux pouvoir aborder la question du handicap, la question des handicapés. Donc, voilà, donc maintenant que je vous ai aidé à sortir de votre état émotionnel, quelques mots comme ça, allez, quelques émotions, avant qu'on passe au sujet du handicap même. Allez, Allez. Oui, si, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un film qui requin, qui donne beaucoup, on sort pas de là, enfin, ça laisse des traces. Et ça donne un coup, ça donne un bon moral. C'est un film plein d'espoir, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci encore. Merci à vous. D'autres réactions? Allez, ce qui vous passe par le cœur, Madame Daniel, je ne t'avais pas reconnu. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit communiqué. Contrairement, ça ne me pas tellement. Peut-être parce que je suis concernée, mais j'aurais préféré que ça se finisse avant le décès de Lars. J'aurais préféré que ça se finisse sur la scène où ils disent fuck the doctors et fuck Ryanair. Et que ça se finisse là. Là, ça aurait été plus quoi? Plus optimiste. Plus optimiste. La fin est dure. La fin est dure. On aurait pu nous en faire l'économie. Oui. Pourtant, tu le sais. C'est le sort de certaines personnes handicapées que de connaître ces sorts-là. Hein. Donc, je crois qu'il y a effectivement une volonté de réalisme dans ce film qui nous est insupportable, hein, surtout sur ce petit ange blond. Hein, on a envie de lui donner tout. Hein, vous voyez, j'ai de l'émotion quand je vous en parle. Mais oui, voilà, il nous a emmenés là, le scénariste. Hein, donc, il a voulu nous emmener là. Bon, alors, c'est sûr que c'est fait pour qu'on ait des émotions, mais c'est aussi pour qu'on puisse s'en dégager peut-être, parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions face aux handicapés? Voilà, c'est un peu ça la question qu'on va se poser. Hein. Francis, tu veux me rejoindre devant la scène, s'il te plaît? Moi, j'ai trouvé que c'était plein d'humanité. Enfin, c'est ce qui me vient comme première impression à la sortie du film. Après, on peut dire beaucoup de choses, mais plein d'humanité. Plein d'humanité, effectivement. Jacques. Il fonctionne? Oui. Voilà. Je crois qu'en France, les maisons closes sont fermées, elles sont interdites. La prostitution, c'est la même chose. Alors je me demande ce qui existe pour les handicapés, qu'ils soient mentaux ou moteurs, dans notre pays, justement pour épancher leurs problèmes de sexualité. On va faire parler certainement Francis là-dessus à l'instant. Est-ce qu'il y a encore d'autres réactions au niveau des émotions, des sentiments André? Non. Catherine? Moi, ce que j'ai aimé dans la présentation des handicapés, c'est qu'on a bien vu à la fois leur colère d'être handicapés, mais aussi leur humour. Parce qu'ils passent de leur grande colère, peut-être pas comme tout le monde, d'être condamnés quelque part, et puis tout d'un coup, plaf, ils rigolent, ils se lancent des vannes que peut-être les gens normaux prendraient mal, mais qu'eux, dans leur grande sagesse et leur grande souffrance,
ils rigolent comme des fous, quoi. Ça, je trouvais que c'était assez bien montré. Parce que je pense que les handicapés se comportent souvent comme ça. Une espèce de détachement, d'humour froid. Hein, on voit oui, Joseph. Surtout de passer de la colère. Ah oui, oui, non, je ne te suivais pas, d'accord. À l'humour, ce basculement de l'un à l'autre, d'un état à un autre état. Probablement, on va. Alors Francis, il y a la question de Jacques, tu peux y répondre. D'abord, tu vas te présenter, s'il te plaît, et présenter ce que tu fais, présenter ton association. Moi, je suis chef de service d'une structure d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Vous entendez là ou pas? Voilà, bien voilà. Contre la bouche. Donc, en situation de handicap, donc c'est des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers occupationnels et des foyers d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Ces personnes-là sont hébergées parce qu'elles sont dépendantes, parce qu'elles n'ont pas de famille autour d'elles. Là, on a vu des personnes qui ont une famille autour d'elles. Pour la plupart des personnes, il n'y a pas de famille qui est suffisamment contenante pour accompagner le handicap et les personnes dans la vie quotidienne. Et je gère aussi, j'accompagne sur des dispositifs de type ce qu'on appelle des SAVS, services de soins et d'aide à la vie sociale. Là, c'est des personnes qui sont isolées en appartement. Et là, on met en place un dispositif pour permettre de maintenir les personnes à domicile. Là, on retrouve un petit peu la situation des personnes là qu'on a vues, qui sont autonomes, qui sont dans la vie de tous les jours et qui peuvent aller sortir, faire des voyages comme ils ont pu faire, quoi. Voilà. Donc voilà, je gère ce type de dispositif-là. Donc effectivement, on peut s'apercevoir que y a deux logiques quand même deux regards. Le regard de l'institution sur la personne qui vit dans l'institution, qui est digérée par l'institution et qui vit constamment sous le regard des éducateurs, des aides-soignants, des infirmières, où effectivement la personne est dans un milieu un petit peu aseptisé, où effectivement il devient plus un patient qu'un homme, plus un objet qu'un sujet, avec le temps, voilà. Donc ça, on peut remarquer ça. À domicile, on peut remarquer l'isolement des personnes. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que des personnes sont, parce que des familles vont avec le temps partir loin ou mourir tout simplement parce que les familles vieillissent et puis que la personne handicapée vieillit aussi, la personne elle va se retrouver toute seule avec des aidants autour d'elle dans le cadre d'une prestation compensatoire au handicap qui permet de maintenir les personnes handicapées au domicile. Voilà, ça je suis clair, non c'est bon, ça va. Donc en fait voilà, c'est le genre de dispositif dans lequel les personnes en situation de handicap vont évoluer. Après, la question de Jacques Gentil, là, c'est effectivement, est-ce qu'il existe un statut d'aidant sexuel? C'est ça l'idée, hein, finalement. Donc en France, c'est clair, ça n'existe pas du tout. Elle est considérée comme la prostitution. Je crois qu'au Danemark, en Allemagne, en Belgique, il y a quelques pays qui sont un peu précurseurs par rapport à ça, parce qu'effectivement, la prostitution est reconnue. Ici en France, Bachelot par exemple, quand il a été posé la question à Roselyne Bachelot, est-ce que vous êtes pour? Parce qu'en fait les familles, quand même, l'APF, l'Association des paralysés de France, a interpellé le ministre par rapport à ça, par rapport au fait que est-ce qu'on doit faire les dents sexuelles, qui est un acte finalement, ce serait un acte médical finalement, enfin un acte d'accompagnement à la vie quotidienne, hein, voilà. Mais en fait Bachelot, elle s'est carrément dit, s'est opposée à ça, voilà. C'est ce que j'ai lu moi et c'est ce qu'on voilà. Et après, dans la vie quotidienne, c'est clair que nous, on n'a pas du tout nous, le regard des professionnels du social, cette question de la sexualité, elle est importante, parce que c'est vrai que les gens, ils ont des désirs, ils ont des pulsions. Souvent, ces pulsions, elles vont partir un peu dans tous les sens, et des fois, elles vont être un peu destructrices pour les personnes, parce qu'elles sont tellement mal comprises, que finalement, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on répond aux problèmes de la personne. Alors il y a un psychologue qui va intervenir, ou carrément, moi j'ai eu une situation récemment, hein,
c'est un monsieur qui vivait dans un foyer d'hébergement au-dessus de Brignoles. Et puis en fait, ce mec-là, il vivait avec sa famille, c'est une famille vieillissante. Et puis en fait, cette question de la sexualité, elle était complètement niée. C'est-à-dire qu'on ne reconnaissait même pas que parce qu'il est handicapé, il peut avoir une sexualité. Ça, c'est quand même vraiment très important. C'est qu'il y a quand même une infantilisation de la personne en situation de handicap. Demander à la plupart des personnes qui ont des enfants en situation qui ont des parents en situation qui ont des parents qui ont des enfants en situation de handicap, généralement la question de la sexualité elle se pose pas du tout parce qu'ils reconnaissent pas du tout que l'enfant puisse avoir un jour. Donc ça c'est un vrai travail qu'il faut faire avec des familles. Donc là les psychologues et les psychiatres ou les équipes éducatives vont travailler avec eux quoi. Et c'est vrai que à partir de là, par rapport à cette situation-là de ce monsieur-là, j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu une relation dans le foyer d'hébergement là où elle était avec une personne qui était sa voisine de chambre, d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les éducateurs se sont rendus compte du truc. La personne a exprimé qu'elle n'avait pas été consentante. La personne handicapée, elle a été jugée irresponsable de ce qu'elle a fait, mais n'empêche que il y a eu cadmium chimique derrière, et voilà, ça c'est des situations que nous on peut vivre, qui sont assez terribles. Après il y a des situations qui sont beaucoup plus belles, avec, je vois la PF par exemple, où il y a un vrai travail qui est fait autour de ça, avec le CODES, c'est le comité c'est tout ce qui... C'est un comité d'éducation à la santé. Voilà, qui lui va soutenir les équipes éducatives, les familles, les aidants, pour essayer de parler de cette question-là, de la sexualité. Et effectivement, on peut accompagner ces personnes-là. Après, honnêtement, accompagner une personne vers une prostituée, c'est impossible. Bon, nous, moi, il m'est arrivé un truc, par exemple, sur un service d'aide, sur le service d'aide à la vie sociale, une personne qui était isolée en appartement, qui allait voir une prostituée, donc elle ne nous le disait pas au début, hein, et ils se foutent dans des situations de folie, quoi. Et en fait, on ne se rendait pas compte, mais elle prenait son argent pour aller voir une prostituée. Donc il partait avec son petit quad, il était à mobilité réduite, et puis il partait au-dessus de Saint-Cassien, là-bas, et puis il allait voir une prostituée. Puis il manque de bol, il n'avait plus d'argent pour manger, quoi. Et à un moment donné, comment ça se passe, ça, avec le responsable légal, de dire quand l'éducateur il se rend compte de la situation qui est catastrophique, c'est que le mec, il a été balancé ses 100 balles pour aller voir une prostituée, ben c'est clair que l'argent que sa tutrice lui donnait, c'est-à-dire ses 100 francs, ses 100 euros pour vivre sur la semaine, ben elles sont parties là-dedans. Mais le mec, c'était un besoin. Et c'est là où effectivement il faut un vrai lien entre le responsable légal, un vrai lien entre l'équipe éducative et la personne accompagnée pour dire qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors du coup, là, sur ce coup-là, c'est une belle histoire, parce que il y a aussi des belles histoires. Et ben c'est vrai que la responsable légale, la personne était sous curatelle, elle a dit je peux prendre le risque à la limite de fermer les yeux en lui filant un billet de 200 euros en plus, et le mec il partait à Saint-Cassien, voilà. Donc, et ça a permis pour cette personne-là d'éviter quand même de tomber de se foutre dans des situations pas possibles, parce qu'une fois il avait agressé quand même une infirmière qui venait lui faire ses soins, parce que ce monsieur avait toute la partie inférieure qui était touchée. Voilà. Après, c'est vrai que au niveau dans les institutions, le regard qu'on a par rapport à la sexualité, moi je vous disais tout à l'heure, il y avait une chose qui est importante, c'est qu'au départ, la personne elle rentre en institution, c'est un sujet. Et puis quelques années plus tard, la personne elle devient un objet. Et c'est vrai que ça c'est un vrai problème. C'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'une personne, elle peut avoir une vie sexuelle. Et honnêtement, il y a beaucoup d'établissements qui ont été montés en préservant pas du tout l'intimité des personnes. C'est-à-dire on travaille sur, c'est la bientraitance, c'est on toque à la porte de la personne avant de rentrer. Ça, on dit ça aux professionnels de dire, messieurs, parce qu'on ne sait jamais, le mec peut-être il se masturbe, peut-être il est avec une copine, ou je sais pas. Et c'est vrai que ça, faut constamment
constamment le rappeler aux équipes éducatives. Après, il y a aussi comment sont faits les bâtiments. C'est vrai que moi je travaille dans un établissement qui est assez vieillissant pour une partie du bâtiment, et c'est vrai que les cloisons elles sont vraiment toutes petites, et c'est vrai que le voisin d'à côté il va entendre les bruits de deux personnes, ou deux personnes qui vont avoir une relation sexuelle, ou simplement de l'affection entre eux, et qui vont être dans la chambre, ils vont ressortir, ils vont se retrouver, ils vont tout de suite passer la porte, ils vont se retrouver face à la collectivité, et c'est vrai que c'est pas la même chose que nous quand effectivement on est en relation puis qu'on est chez nous, et voilà. Donc c'est tous ces trucs de vie là qui sont c'est des gens qui ont une vie particulière. C'est plus compliqué à gérer avec des personnes en situation de handicap mental. Là, on a vu des gens qui étaient en situation de handicap physique. C'est plus compliqué de gérer ça avec des personnes en situation de handicap mental. Mais il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap mental, ils ont exactement les mêmes pulsions que nous. Ils ont exactement les mêmes désirs. Et l'action de l'éducateur va être de faire comment est-ce qu'on va contenir ou bien diriger ces pulsions ou ces envies d'aller vers l'autre ou de toucher les seins de l'éducatrice qui arrive, ou de ne pas toucher les seins de l'éducatrice qui arrive. Enfin, on est sur des choses comme ça, quoi. Voilà. Je suis clair, non? C'est bon? Parce que j'ai pas trop l'habitude, hein, donc... C'est parfait. C'est vrai? Bon. Parfait, Francis. Des questions, des précisions sur l'intervention de Francis? Il y a quand même certains pays où ça existe, les aidants à domicile. Au Danemark, Belgique... La question c'est, il y a des pays où ça existe, les aidants à domicile? Voilà. Ça s'appelle aidant sexuel. Voilà. Et donc en fait, nous en France, c'est considéré comme la prostitution. Hein. C'est pas encore, c'est pas reconnu. Et il y a eu un débat. Je vous dis, et là actuellement, une des associations qui se bat le plus, c'est l'APF quand même, parce que eux, ils sont, c'est des gens on s'est rendu, enfin. Par exemple à La Réunion, il y a l'APF. Vous connaissez un peu le monde du handicap, non? En fait, si vous voulez, on va imaginer que quelqu'un qui, comme ces personnes-là qui sont tétraplégiques, mais que le cerveau fonctionne encore, que la pensée, que l'élaboration fonctionne encore, et c'est comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là. Et effectivement, les gens, ils sont en capacité de dire à un moment donné, moi je suis amoureux, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle. Je me rappelle d'un truc qui m'avait choqué, mais vraiment, ça avait été terrible. Et heureusement, ma direction m'avait aidé dans ce sens-là. C'était, il y avait un monsieur qui était en appartement, et il voulait avoir l'abonnement Canal+, et l'abonnement Canal+, c'était pas pour regarder Canal+, parce que c'était un fan de cinéma, c'était que ça lui permettait à cette période de pouvoir voir des films porno. Et sa tutrice avait refusé de payer l'abonnement Canal+, en disant mais non, mais vous allez faire ça, c'est pour regarder des films porno, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est là où il y avait eu du lien entre la personne qu'on accompagnait et l'éducateur. Et nous, avec la direction, on avait pu monter en allant vers la direction de cette association tutélaire, en disant que cette responsable légale n'avait pas à tenir ce discours-là. Elle avait juste à payer l'abonnement, s'il en avait des moyens. Oui, c'est-à-dire que s'il n'a pas les moyens, il se prend pas. Mais par contre, elle n'avait certainement pas à juger de savoir ce que le mec, il allait regarder ça, et pourquoi il voulait avoir, voilà. Et c'était de l'ingérence morale. C'est de l'ingérence, et puis c'est qu'à un moment donné, on reconnaît pas la personne, ce qu'elle est, quoi, que c'est un citoyen comme les autres, et que, voilà. Après, honnêtement, il y a dans notre milieu à nous, il y a un document qui s'appelle les recommandations des bonnes pratiques professionnelles, et tous ces thèmes-là, maintenant, ils sont abordés. Donc là, c'est venu avec la loi 2002, c'est-à-dire on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'abus des personnes. Après, il y a la loi 2005 qui est arrivée avec le droit à l'accessibilité, hein, donc là, tout le panel, hein, l'accessibilité, qu'elle soit physique, être citoyen, sexuel aussi, c'est pareil. Et donc il y a eu ces ensembles de lois qui sont arrivées 2002, 2005, où effectivement on a mis en place des groupes de réflexion, on a mis en place des moyens pour protéger les personnes en tant que citoyens, et derrière on a pu travailler ces bonnes pratiques professionnelles où autour de ça sont abordées la place de la personne dans une institution, et sa place de citoyen, sa place d'homme, de femme, d'homme, et qui peut aimer un homme, qui peut aimer aussi une femme. L'homosexualité, je veux dire, c'est un vrai thème. Nous, honnêtement, on est plus à la limite, on est plus
dans des situations où c'est compliqué pour nous, c'est l'homosexualité. Parce que c'est vrai que c'est un vrai débat aussi. Parce que c'est des personnes qui ont des pulsions vers une personne du même sexe. Et ça, c'est comment l'éducateur, il prend le recul nécessaire pour accompagner ça, tout en préservant la sécurité de l'un et de l'autre. Et ça, c'est compliqué. Nous, ce qu'on fait au niveau des établissements, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre en place un truc au niveau de la circulation des personnes. Quand une personne, parce que les établissements sont mixtes, hein, naturellement, et donc le droit à la sexualité et le droit à la relation affective existent. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est que c'est la femme qui vient dans l'appartement de l'homme, quand ça se fait sous le prisme de l'équipe éducative, c'est la femme qui va plutôt dans l'appartement de l'homme, et enfin, au niveau de l'organisation, parce que ça permet on peut permettre de considérer qu'il n'y a pas eu violation de domicile, du corps de la femme, voilà, au niveau des chambres, quand il y a proximité comme ça. C'est des petits trucs comme c'est en tant qu'éducateur. Une question. Il y a le Oui. ministère de la Santé, est-ce qu'il y a un ministère du handicap, est-ce que la santé qui gère Comment est-ce que le ministère de la Santé chapeaute, est-ce qu'il y a un ministère du handicap déjà? Oui. C'est le ministère de la Santé qui chapeaute le handicap. Comment ça se passe? Il y a un secrétariat d'État au handicap qui est rattaché au ministère de la Santé. Voilà. Après, derrière tout ça, on y met, il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui gère les établissements? On a un conseil départemental qui va gérer toute la partie hébergement, et puis on a une partie ARS qui va gérer toute la partie... ARS, Agence régionale de santé, qui dépend de l'État. Voilà. Donc il y a une double tutelle. Voilà, c'est souvent les foyers à double tarification, et en fait, on doit rendre compte dans l'organisation des structures d'hébergement à ces deux organismes tutélaires, quoi. Après, les organisations globales, elles se font sur le fait qu'il y a des lois à un moment donné. Avant, les établissements n'étaient pas mixtes, maintenant ils le sont. Avant, les gens n'avaient pas le droit de circuler comme ils voulaient, maintenant ils le font comme ils veulent. Avant, les gens n'avaient pas le droit de... voilà, on nous oblige à mettre à disposition des préservatifs, on nous oblige à mettre à disposition une information autour de la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles. Louis, je crois que tu voulais poser une question. Louis, et puis... Personnellement, il y a une personne dans ce film que j'apprécie beaucoup, c'est Claude, Claude. Actrice, parce que elle fait pas de cadeaux, elle fait pas de l'assistanat, elle fait de l'aide. Elle est très intéressante. Et cette femme va jusqu'à la rencontre des personnes. Voilà. Je trouve que ça se termine très beau, c'est très beau la fin. Et je trouve en même temps que c'est exemplaire, quoi. Hein, donc ce que tu disais, Francis, cette éducation, pas seulement à la sexualité, mais à la rencontre humaine. Le jeune garçon là, qui est complètement handicapé, sur son fauteuil roulant électrique, c'est un macho incroyable, quoi. Et, la femme est vraiment l'objet, au départ surtout, hein, l'objet qui est à son service, quoi. Et donc ça va jusque-là. Donc qu'est-ce que c'est la prostitution? Utiliser la prostitution, c'est utiliser des femmes à son service contre de l'argent et rendre la femme comme objet. Donc c'est intéressant comme à voir la différence qu'il peut y avoir entre les relations entre les différents personnages dans ce film. Oui, sur le personnage de... Oui, vas-y, Louis. Juste que les bordels à la frontière espagnole, oui. Ces bordels, ce sont des grands proxénètes intouchables qui les possèdent, et que 98% des filles sont des filles esclaves. C'est intéressant à savoir, quand même. Oui. Et donc, c'est pas sous prétexte qu'on va être attentif aux handicapés, on va ne pas être attentif à ce qu'ils font ou à ce qu'on leur fait faire. Il faut savoir qu'il y a des cars entiers qui partent de Marseille
de Montpellier, d'Alès, pour aller à cette frontière. Alors ils ne sont pas tous handicapés, heureusement, mais ils sont handicapés de quelque part. Parce que la sexualité est vue sous la sexualité, et c'est tout. La rencontre des personnes n'existe plus. Là. Non, mais tu as raison. Hein. Mais en fait, je pense qu'il faut rester sur l'idée de la réflexion autour de l'aidance sexuelle. Quoi. Moi, je vous conseille un bon film qui s'appelle National 7. Je ne sais pas si vous vous rappellerez demain. Mais allez, c'est très rigolo ce film National 7. C'est l'histoire d'une équipe éducative dans une institution. Et les éducateurs, mais c'est une histoire vraie, hein. Les éducateurs, donc les résidents disaient, mais nous, il faut qu'on ait des relations sexuelles, on n'arrive pas à avoir de... Les éducateurs, ils ont une idée complètement folle, c'est que les gars, ils ont dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger les mecs dans le minibus, et on va les emmener là-bas, et ils vont se faire des prostituées. Ils l'ont fait, ils se sont fait, et après ils ont fait venir les nanas dans l'établissement, la direction leur est tombée dessus, ils se sont fait tous virer. C'est une histoire vraie, et si vous regardez le film, c'est vraiment intéressant sur jusqu'où on peut aller, comme ce que tu dis, très loin dans l'accompagnement vers pour que la personne vive une sexualité, et de l'autre côté, ce que la loi doit nous arrêter de faire, et aussi le fait que c'est des prostituées, quoi. Je veux dire, la prostitution, c'est quand même, voilà, je partage ce que tu dis, Louis. Alors sur le film, donc comme disait Louis, effectivement, le personnage de Claude est très très intéressant parce que ça démarre mal hein, avec elle, puisque on attend un Claude qui va remplacer Théo, hein, vous vous rappelez. Voilà, donc ça c'est le premier leurre, c'est-à-dire qu'on attend un monsieur Claude, pas une madame Claude, sans jeu de mots. Et puis elle comprend pas le flamand, semble-t-il. Et puis en fait, elle comprend tout. Et puis elle est froide. Et donc eux, ils la traitent. Enfin, surtout Philippe, il la traite vraiment comme un maquereau, j'ai envie de dire, hein, Louis. Et puis elle demande de l'argent, voilà. Et puis à un moment donné, ça bascule. Vous avez vu quand il y a l'accident avec Joseph, hein, quand il va faire pipi, puis qu'il tombe dans la rivière, et là, elle le sauve littéralement, puisqu'elle le ramène, et à partir de là, tout bascule. Et c'est à partir de là, on voit vraiment qu'en fait, elle avait une attitude très professionnelle, c'est-à-dire une véritable aidante. Ça existe, hein, ce type d'aidant en Belgique. C'est que la Belgique est plus avancée que nous en matière d'accompagnement du handicap, hein, et y compris du handicap mental depuis très très longtemps d'ailleurs. Et donc ça existe ce type de chauffeur, guide avec des véhicules équipés pour l'accompagnement. Donc ce personnage de Claude est vraiment un vrai professionnel, voilà, et en même temps pleine d'humanité. C'est-à-dire que elle fait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Elle n'est pas dans la compassion. Et elle peut même être jusqu'à aller dans l'amour, puisqu'à un moment donné, elle se livre à Joseph à la fin. Alors ça, c'était sur le personnage de Claude. Pour en revenir aux personnes handicapées, vous avez remarqué que Francis utilise toujours les mots de personne et les mots de sujet. Hein. Nous, on a tendance à dire handicapé, il le dit beaucoup moins que moi, en tout cas. En France, les personnes handicapées, je crois que contrairement à ce qu'on voit dans le film où ces trois personnes vivent dans leur domicile personnel, en France, je crois qu'il y a un grand nombre de personnes handicapées qui vivent en établissement. Ouais. Tu peux en parler ? C'est vrai que la situation, elle est claire, le glissement de la population, le type de handicap, faire qu'à un moment donné, il y a une réponse institutionnelle, il y a des moyens, la société se dote de moyens aussi. Et puis c'est un choix de politique publique, hein, honnêtement. Dans le temps, on mettait, avant on mettait les enfants qui étaient en difficulté, on les mettait dans les IME, dans des instituts spécialisés. Après, il y a des lois qui sont arrivées pour permettre aux enfants handicapés d'aller à l'école. C'est ce qu'on fait l'Allemagne avant nous et compagnie. Donc là, nous, c'est vrai que la réponse qu'on a eue très très longtemps, c'était de mettre les gens en institution. Donc effectivement, on a des personnes en institution. Le chiffre, je ne peux pas vous le donner. Par contre, ce qui est clair, entre tous les dispositifs
que je vous ai décrit tout à l'heure, en termes de foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée, tous ces dispositifs d'accompagnement des personnes, d'hébergement des personnes, d'hébergement sanitaire, on a une prise en charge médicale des personnes. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand même, on a recours pour apaiser les personnes à des médicaments, quand même, à du tertian, des médicaments comme ça, pour poser les personnes, parce que c'est un problème que de maintenir des personnes qui seraient agitées dans une institution. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Après, honnêtement, il y a un travail des éducateurs, il y a quand même un travail des directions et par rapport à ça, pour permettre quand même Mais ça reste quand même une non-réponse aujourd'hui en termes d'accompagnement sur les structures. Et voilà. Après, il faut quand même dire aussi, c'est que là, le fait de pouvoir maintenir des 3 personnes comme ça à domicile, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la personne qui avait pas ses mains et qui mangeait, qui vivait avec ses parents là, honnêtement, c'est un sacerdoce pour la famille, quoi. Et c'est vrai que le choix familial, il est souvent dans l'institution. Alors aujourd'hui, il est développé ce qu'on appelle les maisons de répit. C'est pour permettre aux personnes de pouvoir aller de temps en temps en institution, à la famille de se reposer un peu, de prendre un peu du recul par rapport à ça, la personne de vivre autre chose que dans la famille, de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes et d'avoir certainement une vie affective et après de revenir dans la famille où là il y a un enfermement qui se fait de fait, quoi. Tout à fait, voilà, c'est une maison de répit. Ouais. Nous par exemple on a développé ça sur Toulon. On a monté un partenariat avec l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu, où là on a monté une maison de répit pour des personnes en situation de handicap et pour des familles, où on accueille des familles. C'est un petit appartement pour des familles et on s'occupe de la personne en situation de handicap. Et après de temps en temps, que pour la personne en situation de handicap qui est accueillie et les personnes restent chez eux. Voilà, on fait ce truc-là. Et après, on a monté une structure qui s'appelle une maison d'accueil spécialisée, qui est sur le terrain de Pierrefeu, dans le cadre dans le bâti de l'hôpital de Pierrefeu, où là, on a récupéré des malades psychiatriques qu'on a récupérés sur la structure, où là, on fait un accompagnement médico-éducatif qui n'est pas du soignant, c'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'on peut travailler avec ces personnes-là et que la réponse, elle n'est pas forcément médicamenteuse. Voilà. Donc là, c'est notre démarche, où effectivement on a réussi à sortir des gens de l'HP et pour les amener vers cette maison d'accueil spécialisée et là mettre en place des protocoles d'action ou des plans d'aide éducatifs. Maintenant on reste quand même du médical aussi, parce que bon, quelqu'un qui a des mal pour... Sur la question des relations interpersonnelles entre personnes handicapées dans l'établissement qui, de surcroît, peuvent être mixtes, qui sont mixtes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à justement à la sexualité de ces personnes-là en matière de comment appelle-t-on ça, j'ai envie de dire prévention primaire, c'est-à-dire la prise de pilules par exemple, la pose de stérilet. Quel pouvoir a-t-on d'agir pour ou à la place de ces personnes? C'est un vrai problème, parce qu'en fait, c'est un vrai problème sans en être un. C'est un vrai problème un casse-tête pour les familles maintenant, et un casse-tête pour les équipes de soignants, puisqu'on doit, recueillir le consentement éclairé. Donc c'est la loi, je veux dire, c'est clair. La personne qui va se faire ligaturer les trompes, avant on s'emmerdait pas, le responsable légal il disait la petite trisomique là, on va lui ligaturer les trompes, c'est terminé. Légal, tu parles du directeur de la structure. Le responsable légal, d'accord. Donc soit les parents quand ils avaient s'il était mineur, soit le tuteur. Soit le tuteur. Ok, d'accord, non, mais je voulais que tu le précises. Le tuteur, celui qui avait... Si la personne vit chez ses parents et qu'il n'y a pas de mesure de protection, c'est la personne qui est responsable d'elle-même. Oui, voilà. Tout à fait. Et si elle est majeure, voilà quoi. L'enfant c'est différent. Alors, moi je parle du secteur des adultes. Aujourd'hui, ce qu'on a, on a un vrai dilemme, c'est qu'effectivement on doit recueillir le consentement éclairé,
de la personne pour arriver à ce que cette personne se protège d'elle-même ou protège les autres ou n'ait pas d'enfant. Moi j'ai eu sur une situation catastrophique sur un appartement quelqu'un qui vivait sur les Arcs. C'est terrible. Hein. En plus elle avait de la dépakine depuis qu'elle était toute petite. Elle n'avait pas voulu entendre l'équipe éducative. Elle ne voulait pas prendre de contraception et elle a eu des relations sexuelles. C'était l'horreur, quoi. C'était un accouchement thérapeutique, hein, et l'enfant est né avec une toute petite tête. C'était le carnage, quoi. Enfin, on l'a tué dans le ventre, quoi. Et c'est vrai que et je ne dis pas les dégâts sur la personne derrière, hein, parce que derrière, il faut arriver à travailler. Sauf que, effectivement, la loi nous oblige à pouvoir, même pour l'avortement, il a fallu qu'on aille au planning familial pour que on arrive à avoir avec le médecin du planning familial le consentement éclairé, que la personne dise oui, je veux bien me faire avorter et signer. Et là, le responsable légal, il n'avait rien à dire. Hein. C'est la personne elle-même qui doit, heureusement quelque part. Mais de l'autre côté, ça nous emmène dans des situations compliquées. Quand les grossesses arrivent à terme, qu'est-ce qui se passe? Alors, souvent, la situation, elle est avec un enfant viable. Avec un enfant viable, souvent la personne va être suivie. Et après, donc, il va y avoir une déclaration souvent de mise en danger de la personne et de l'enfant à venir. Et puis très rapidement, il y a l'ASE qui va se mettre sur le coup. Et puis rapidement, il y a un dispositif qui va se mettre en place et où la personne va être en capacité. Le dispositif éducatif, pédo-éducatif va être en capacité de maintenir la personne auprès de son enfant et l'enfant auprès de sa mère. Ou souvent, si la personne n'est pas en live, l'enfant lui est retiré pour être mis en famille d'accueil. Alors, retirer, oui, retirer. Quand je dis retirer, c'est... Alors, oui, placer, il peut y avoir une mesure judiciaire, effectivement. Moi, j'ai connu, il y a déjà longtemps, une famille, un couple de 2 personnes handicapées mentales qui avaient des relations sexuelles et dont la femme était tombée enceinte. Et l'enfant est né, et elle se portait bien. Et l'enfant avait été suspecté d'être atteinte neurologiquement. Et en fait, y compris au regard de l'analyse de certains professionnels de santé. Je me rappelle d'un médecin pédiatre qui pensait que l'enfant était, comme sa mère était psychotique, son père était, comme on disait avant, débile moyen. C'était il y a déjà longtemps de ça. Le médecin croyait que le médecin de la protection maternelle et infantile de PMI croyait que l'enfant allait être psychotique ou devenir handicapé débile moyen. Alors on dit plus comme ça maintenant. Hein. Et en fait, cette petite, elle a été placée très tôt en famille d'accueil et elle a grandi en famille d'accueil, mais on a mis en place un système qui permettait de maintenir le lien avec les parents. Et tous les mercredis après-midi, ou tous les 15 jours, il y avait une sortie qui était organisée pour que l'enfant puisse continuer à rencontrer et à vivre un peu avec ses parents. Il existe tous les dispositifs possibles. Moi, j'ai suivi une personne qui a eu un enfant, et le papa est parti, il s'est mis à boire et tout ça, donc la femme s'est retrouvée avec son enfant toute seule, et je me suis retrouvé moi à suivre la personne dans le cadre du service d'aide à l'aide sociale, et à côté il y avait un éducateur de l'ASE qui venait pour aider à structurer l'enfant et soutenir la maman dans son acte parental. Voilà, donc là c'est tout à fait possible d'imaginer ça, quoi. Toute n'importe quelle possibilité, tant que ça tient. Donc il n'y a pas de mise en danger finalement, vraiment, tant que la structure sociale, éducative, pédo-éducative, tout ça est là, ça peut passer, hein. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Le lien, il faut savoir si le lien est toxique ou pas. Oui. Mais c'est ça qui est... La question c'est, il faut voir si le lien est toxique, si le lien avec la mère est toxique ou pas. Que ça s'arrêtera, mais tant que ça tourne, donc c'est que des taillages, tant mieux. Si c'est en plaide au devoir, c'est un vrai problème. Quand tu as une personne, cette personne-là qui était illettrée, parce qu'elle était déficiente, donc c'est ce mot que tu cherchais tout à l'heure, déficiente intellectuelle, en fait elle était illettrée, et quand le gamin il est arrivé à l'école, c'est comment est-ce que tu accompagnes cette personne-là
cette personne-là, au quotidien, l'éducateur, il arrivait le soir, lui, il faisait faire les devoirs des mômes. Voilà, pas du môme. Il est bien avant. Avec des fonctionnements comme ça, je veux dire, vous avez encore des beaux jours devant vous. Si on est en train de fabriquer des handicapés, puis on les fabrique. Puisqu'on laisse faire. On laisse faire, c'est-à-dire. Alors, c'est compliqué. Non. Ce sont comme des enfants qui naissent handicapés. Non, mais il y a une. Pas forcément. Quand je dis le travail est difficile, dans la réalité, quand même. Je ne pas dire que c'est facile. Non, mais dans la réalité, quand même, l'isolement des personnes en situation de handicap, il est réel. Et avant qu'une personne puisse tomber enceinte, il y a quand même un étayage autour d'elle en termes d'accompagnement éducatif, les familles, le responsable légal et tout ça. Moi, ça fait 30 ans que je suis éducateur, j'ai vu que 2 situations vraiment critiques, quoi. Et voilà, quoi. Il y a pas de, c'est pas la panique, quoi. C'est des situations qui sont terribles. Par contre, quand on les vit, c'est terrible, mais moi, en 30 ans, j'ai vu même pas 2 situations. Moi, une. Voilà. Oui. Voilà, et puis les personnes sont isolées. J'ai une personne en situation de handicap, honnêtement, quand une personne, elle est dans son appartement, en fauteuil roulant, c'est pas la fête de village tous les soirs, c'est beaucoup de temps passé devant la télé, c'est juste les aides-soignants qui viennent pour la toilette le soir. Il y a vraiment un sacré isolement de la personne, et d'où la question, cette vraie question autour de la sexualité, c'est qu'effectivement ces gens-là, ils sont face à eux-mêmes, et voilà quoi, donc ils vont se masturber, mais il y aura très peu de relations sexuelles, et c'est pour ça qu'il y a souvent cette quête vers l'autre, vers le corps de l'autre, et ça va passer vers les prostituées certainement, mais... Oui, mais par rapport à la procréation, il faut reconnaître que le préventif devrait passer avant tout. Les plannings familiaux, ils travaillent... Oui, pour permettre aux handicapés d'avoir une activité sexuelle, mais de là à se retrouver enceinte et avoir à régler ce problème-là, de nos jours, enfin en 2017, il me semble que... Mais il y a un énorme travail qui est fait par les plannings familiaux, il y a un gros travail qui a été, un plan qui a été donné sur 3 ans là, pour accompagner les personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels, pour soutenir les projets d'aide à la prise de pilules, d'aide pour mettre des capotes, pour mettre des préservatifs, pour arriver à... Voilà, quoi, je veux dire, on est constamment... le travail du CODES, il est énorme. Les plannings familiaux, ils font un boulot extraordinaire. C'est dommage qu'ils se fassent un peu, mais voilà quoi. Moi j'ai toujours bossé avec. Moi je sais que j'avais, par exemple, sur les services d'aide à l'aide sociale, j'avais des écoles d'infirmières qui venaient régulièrement pour faire des actions de prévention contre les MST, c'est quoi de prendre la pilule, les femmes et tout, les implants. Maintenant on fait poser des implants, voilà. Mais on ne remet pas en cause oui. la capacité, c'est pas ça, mais je veux dire, est-ce que le corps médical n'a pas aussi une part de responsabilité en laissant faire les choses jusqu'au bout? C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on on peut pas se substituer. Alors, en même temps, ce que je peux vous dire, c'est parce que j'ai connu ça aussi, bon, c'était il y a déjà pas mal de temps, c'est qu'il y a parfois des positions autoritaires qui sont prises par soit des responsables d'établissement, soit des parents de l'enfant devenu un jeune adulte, 20 ans, 25 ans, ils sont majeurs au regard de la loi, qui imposent à leur fils, ou en tout cas à leur fille, de prendre la pilule, par exemple. Voilà, ça fait partie de son petit lot de médicaments qu'elle va prendre tous les matins, parce que elle va avoir son petit semainier, etc. Vous voyez. Alors, ce sont des positions abusives. J'ai connu aussi, moi, puisque je me suis occupé de jeunes filles handicapées, adolescentes, des médecins, gynécologues, qui s'autorisaient, lors de certaines interventions chirurgicales, à ligaturer les trompes. Avec un abus de pouvoir, donc. Et c'est-à-dire que là, ils risquaient gros, parce qu'ils n'ont absolument pas le droit. Et donc, on est dans ce double mouvement. Faire la prévention ou laisser faire. Et dans certains cas, on va au-delà de nos droits. Mais quelque part, aller chercher le consentement éclairé, ça oblige quand même notre société
à considérer que cette personne handicapée, c'est un humain, quoi, et que c'est un citoyen, et que c'est quand même important de se casser la tête un petit peu, plutôt que de ligaturer les trompes voilà, c'est de se donner un peu se poser la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de recueillir cette compréhension du truc. Moi, les nanas que j'ai vu se faire ligaturer les trompes, elles n'ont même pas compris. Elles se retrouvaient en train de crier, on leur mettait un gros truc, les écarter des jambes, et c'était parti, quoi. Vous vous rendez compte le traumatisme, quand même. Et ça, c'est compliqué, quand même. Et c'est pareil, une jeune femme qui ne comprend pas pourquoi elle prend la pilule, bon, effectivement, on va travailler l'implant, on va travailler autre chose, mais il faut qu'elle comprenne. Et c'est la rendre citoyenne, même dans l'acte sexuel, c'est la rendre citoyenne. Nous, le plus gros problème qu'on a, c'est le consentement, simplement, pour revenir à la vie de tous les jours, hein, de notre boulot, c'est de savoir, à un moment donné, c'est comment une femme, elle est consentante par rapport à un mec. C'est un truc basique, de chez basique. Mais ça, c'est un vrai boulot. C'est que les éducateurs, ils se tapent ça tous les jours. C'est qu'il y a un mec qui a bien envie d'une petite nana qui veut un foyer d'hébergement, et ben le but, c'est d'essayer de dire à la nana, tu dis pas oui tout le temps, quoi. Voilà, tu es capable de dire non. Et quand je suis capable de dire non, et ben je suis une citoyenne. Et toi, mon gars, tu respectes qu'elle a dit non, parce qu'on n'est pas des bêtes. Voilà, et c'est ce travail-là qu'on doit faire. Et c'est de ramener à un moment donné à ces gens-là en tant qu'ils ont des droits, ils ont des devoirs. Hein, c'est ce qui était dit à un moment donné, tu es ce que tu veux, tu es un handicapé. Moi, c'est l'image qui m'a le plus plu dans ce truc-là, c'est quand l'handicapé, il se permettait en fauteuil d'insulter les Hollandais, que le Hollandais, il voulait le frapper. Je veux dire, c'est normal que le mec... voilà. Le Hollandais lui dit, c'est pas parce que tu es sur un fauteuil roulant que tu dois être impoli. Moi, c'est l'image qui m'a le plus... Mais ça n'a rien à voir avec le film, en plus. Bon. Qu'est-ce que tu retiens de ce film, toi, Francis ? Qu'est-ce que tu retiendrais si ça devait faire avancer le schmilblick ? Qu'est-ce que je retiendrais ? Moi, j'ai vécu des situations merdiques un peu comme ça. Enfin, j'en ai vécu une, c'était chaud bouillant, où j'ai retrouvé le mec en quad, il était parti en pleine nuit sous la pluie, récupérer le gars pour faire ses affaires et compagnie. Donc j'ai bien galéré, il m'avait bien emmené, j'ai mis quasiment 3 heures sous la flotte pour le récupérer, et tout ça, le gars, bon voilà. Je sais pas, moi, non, c'est une vraie tranche de vie. Voilà, c'est ce que ça te parle, ça me parle, c'est vraisemblable. Hein. Ouais, ça me parle beaucoup. Ce qui me parle beaucoup, c'est le regard des parents par rapport à leur enfant. C'est-à-dire que de le reconnaître en tant que personne sexuée, c'est important. C'est-à-dire que de considérer que quelqu'un est sexué, c'est qu'on considère que quelqu'un est un adulte, et que souvent, les personnes qui ont des enfants en situation de handicap ne reconnaissent pas que cette personne-là est un adulte, et qu'elle peut faire des choses, voilà, qu'elle peut avoir une relation sexuelle, voilà. Donc là, c'était un peu le truc, ce jeu-là avec les parents et tout ça, qui ont plutôt bien joué d'ailleurs, hein, qui étaient plutôt open. Cette espèce de connivence qu'il y avait entre ces 3 personnes handicapées qui partagent, ils étaient tous les 3 dans ce monde où tout le monde est debout, tout le monde est actif, tout le monde est beau, et puis ils étaient 3 avec 3 handicaps complètement différents là, et ça a fait bizarre de voir ces 3 mousquetaires avancer comme ça dans ce monde où il n'y a que des belles nanas, et voilà, ça m'a un peu ému ça. Isabelle, tu avais une question, je crois. Une remarque ? C'était plutôt une réflexion en vous entendant, pas de rapport avec la sexualité, mais on s'aperçoit que les handicapés, soit ils sont en institution et ils n'ont aucune privauté, enfin ils sont jamais seuls, aucune solitude, soit ils sont au contraire en appartement, et là au contraire ils ont beaucoup de solitude. Mais en fait il n'y a pas de moyen terme. Enfin, c'est la conclusion que je fais en vous écoutant, quoi. C'est pas faux. Mais après, les personnes peuvent être en institution et très très seules. Hein. Je peux vous dire un truc. C'est toujours sous le regard de quelqu'un. Ça, toujours, là, c'est clair. Hein. Là, ils sont. Alors là, on les entend. Le mec qui va se taper sa petite copine, tout le monde va l'entendre. Hein, et tu ressors de là. Mais est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, je sais pas. Et par ailleurs, il y a des personnes handicapées qui sont à domicile et qui ont seules. Moi, j'ai vécu longtemps dans le Val d'Oise. Et tout à l'heure, vous parliez de l'APF. Ouais. Et je trouve formidable, en fait, ce que fait l'APF, parce que j'ai des copains handicapés. Donc, ils sont seuls à domicile, entre autres infirmiers moteurs cérébraux, et qui ont des activités avec l'APF, donc 3 ou 4 fois par semaine,
qui partent en minibus de chez eux, pour aller à Aubonne, entre autres. Et en fait, donc ils sont accompagnés à domicile par les soignants, l'auxiliaire de vie. Ils ont des temps donc seuls chez eux, mais 3 ou 4 fois par semaine, ils vont passer la journée à l'APF, quoi. Bah, ça existe à Réunion, hein. Il y a le GEM qui s'appelle. Hein. Le quoi? Le GEM s'appelle. Explique. En fait, ça dépend de l'hôpital, hein, et ça permet, c'est ce qui permet aux personnes en situation d'isolement au domicile d'aller. C'est comme un foyer occupationnel de jour. C'est ce qui permet aux personnes d'aller vivre des activités en journée et rencontrer des éducateurs, avoir des activités artistiques, voilà, de pouvoir échanger avec les autres, hein, de ne pas y rester isolé. Est-ce que le film a laissé des traces dans le monde politique? Est-ce que les lignes sont en train de bouger? Comment ça se passe? Le film en lui-même, je ne peux pas vous dire, mais c'est sûr que plus on va produire ce genre de film, plus ça fait avancer la réflexion. Mais en matière de respect de la loi de 2005 sur l'égalité des personnes handicapées et la citoyenneté, on a encore pas mal de... Ça a beaucoup évolué parce qu'il y a eu, je crois que c'est Giscard d'Estaing, qui a soutenu la loi de 75, qui a commencé à permettre... la première loi, c'est 75 Giscard. Voilà, Giscard. Et après, c'est Chirac 2005. Voilà, exactement, 2002-2005. Entre les deux. On est parti sur 2 trucs, sur une rénovation de cette loi de 75. La loi de 75, de départ, elle reconnaissait la situation de personnes avec un handicap dans une société qu'il fallait s'engager pour. Voilà. Avec la création de la Cotorep. Voilà, en 75. Après maintenant le CMDPH. Mais bon, il y a eu des situations folles. C'est-à-dire que là aujourd'hui, vous avez dans les IME. Institut médico-éducatif. Voilà. Vous avez la loi Creton. L'amendement Creton. Michel Creton. Voilà. Qui a permis qui a permis à la personne de ne pas être éjectée de l'institution s'il n'y avait pas de solution trouvée pour elle. Donc en fait, les mecs, ils arrivent, ils ont 22 ans, 3 ans, ils sont maintenus dans les dispositifs de type institutions médico-éducatives. Voilà, il faut rappeler que dans les IME, les règles voulaient que les enfants, puisqu'il s'agissait de mineurs handicapés, restent jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est ça, Francis? Et Michel Creton, père d'un enfant handicapé, il y a 30 ans de ça, il a 25 ans au moins, 25 ou 30 ans, il a fait créer un amendement qui porte son nom, qui oblige les établissements à conserver les enfants qui atteignent l'âge de 16 ans, tant qu'ils ne lui ont pas trouvé une autre place dans un établissement adapté. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui peuvent rester jusqu'à 22 ans. Donc on a des jeunes adultes qui se retrouvent au contact avec la vie d'un jeune adulte, d'accord, les pulsions d'un jeune adulte qui se retrouvent en contact avec des minottes de 6 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est compliqué pour les équipes éducatives en termes d'accompagnement. Enfin, moi, je suis du terrain, donc ces situations-là, c'est ça qu'on vit tout le temps, quoi, finalement. On est constamment interloqué par tout ça, et on essaie d'accompagner au mieux ces personnes-là. Donc c'est vrai qu'effectivement, là, pour ça, le planning familial, on bosse beaucoup avec ces jeunes qui sont en construction. Hein. C'est-à-dire qu'un jeune à l'institution, les premiers rapports qu'il a, c'est des rapports homosexuels. C'est très clair. Je veux dire que les premières pulsions, elles vont vers l'autre, quoi. Et donc c'est là où effectivement il faut travailler avec l'enfant, il faut travailler avec l'institution, il faut travailler avec les familles, voilà, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes adultes là qui grandissent là, et qui sont encore dans le milieu d'enfants. D'autres questions, des réactions? Isabelle? Je voudrais savoir s'il y a si vous manquez de personnel ou si ça va bien, s'il y a assez de monde pour s'occuper de... Il y aura jamais assez de monde. Non, mais parce qu'en ce moment, dans les hôpitaux, on voit bien que c'est clair, hein, ça baisse et tout ça. Alors, je voulais savoir écoutez, tout simplement, moi j'ai un taux directeur. Le taux directeur, c'est ce qui va intégrer, quand j'ai un budget, par exemple, qui va être de 1,2 million pour un établissement, le taux directeur, il ne va pas bouger. Et pourtant, l'essence, elle augmente. Les gens vieillissent, donc leur indice de salaire il monte.
Et bon, en fait, je fais pareil avec le même fric, quoi. Le taux directeur, il n'augmente pas suffisamment par rapport aux charges que j'ai. Ça, c'est une réalité, mais on fait avec. Mais on n'est pas les seuls à être dans ce cas-là. Mais après, on ne peut pas dire que les établissements souffrent de manque de personnel ou de moyens, mais la tendance, elle est un peu à la limitation des dépenses. Oui. Non, après il y a, de la part de l'État, il y a une réelle prise en compte du handicap. Hein. D'ailleurs, je vous fais remarquer quand même que l'accessibilité, toutes ces lois-là, la place du handicapé, le vote de la personne en situation de handicap, toutes ces choses-là, elles sont là quand même. Hein. Donc on est quand même, toutes ces personnes-là, elles sont sujettes dans notre société quand même. Il y a une place. Hein. On ne les a pas mis au fin fond du cours à l'écart. C'est ça. Quand même, il y a une démarche de notre société civile de ce côté-là. Connaissance quand même. Comme les places de parking réservées aux handicapés. Ah ouais. C'est récent quand même. Il y en a de plus en plus. Elles sont matérialisées en bleu. On se fait verbaliser parfois. Ou mettre des autocollants quand on... Ouais. Alors moi, je vais vous poser une question qui a été posée par le réalisateur lors d'une première projection de son film. Ils avaient pris un public test et ils avaient testé le film sur ces témoins-là. Et il leur a demandé, à l'issue de la projection, quel était pour eux le thème qui avait été traité à travers ce film. Alors, moi j'ai la réponse, mais je vais vous la poser à vous, la question. J'aimerais que vous me répondiez chacun. Pour vous, c'est le thème de la liberté qui a été traité. C'est une belle réponse, je trouve. André, la fraternité. Isabelle, Daniel, Jacques. L'indépendance par rapport au milieu familial. D'accord. L'autonomie. L'autonomie, ici, Daniel. Le handicap, parce que nous sommes tous des handicapés. Comme disait Joseph à Claude, il lui dit, toi, ton handicap, c'est ton ex-mari. Oui, c'est vrai. Il le dit d'ailleurs aussi, le réalisateur, que nous sommes tous des handicapés. D'autres réponses? L'amitié? C'est Gérard qui a gagné. Ouais. Le public test, il y avait une centaine de personnes. La réponse qui est sortie, la majoritaire, c'est l'amitié. C'est intéressant. Hein. Alors, ça rejoint la fraternité d'André. Voilà. Et pas le handicap, Daniel. C'est sorti en dernier. Parce que c'est tellement évident qu'on parle de handicap que... Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions à poser, des interventions? Oui, je vous vois lever la main, non? Comment vous avez perçu le film Patient par rapport à celui-là? Le film Celui qui est sorti dernièrement, le film sur les handicapés, là. Patient. Ah ben je ne l'ai pas vu. Désolé, il faut que je voie. Maintenant, je me sens en dette, là. Non, je ne le connais pas. Il est un peu dans le même état d'esprit. D'accord. Moi, ce que je peux juste dire, ce que je ressens, c'est vraiment une chose qui est importante, c'est l'espèce de bulle dans laquelle nous, les institutions, quand on accueille des personnes en situation de handicap, dans laquelle on se met, et dans nos pratiques, et dans nos façons de bosser, et ça, il faut vraiment qu'on fasse attention, parce qu'on a souvent même tendance à faire nos règlements intérieurs au-dessus de la loi et compagnie. C'est vrai qu'on a tendance à vraiment s'isoler dans notre petit monde à nous. Ça, c'est le secteur du handicap qui nous isole beaucoup. Et les familles, c'est pareil. C'est pareil, les familles, elles s'isolent beaucoup. Et il y a ce sentiment d'isolement, moi, c'est le truc que je ressens très très souvent, en me disant, putain, vraiment, on est bien, malgré tout ce qui est fait, on est quand même bien à côté du monde, quoi. Voilà. Absolument. Jacques, tu veux intervenir? Oui, mais en regardant ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Intouchable. Oui, et, il est fait. Et au fond, le point que je trouve commun, j'ai pas vu Patient non plus, mais j'ai vu les bandes annonces. Et le point que je trouve commun à ce film, à Intouchable, et à ce que j'ai vu de la bande annonce, c'est que l'handicapé, il est perçu comme il y a un regard totalement décalé.
D'abord, il est drôle, ou en tout cas, il n'est pas dépourvu d'humour. Ça rejoint, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Et puis, ça n'est pas du tout une vision dans la commisération. Finalement, il est presque le héros. Hein, voilà, il est mis en valeur. Et même, à la limite, moi, c'est ce qui m'a frappé dans ce film, c'est parfois même lui qui a le mauvais rôle. C'est-à-dire que, au fond, l'agression, elle vient du tétraplégique. C'est lui qui est imbuvable. Quoi. Il est imbuvable, ouais. Il a été vraiment montré comme imbuvable. Ouais. Finalement, les gens autour sont plutôt sympas, globalement, hein, un peu provoque, parfois, on met un chapeau, etc. Mais bon, ben voilà, c'est plutôt de l'inclusion. L'entourage est inclusif quand cet individu a tendance à entraîner les autres dans une démarche exclusive. Et finalement toxique. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que le regard soit changé. On n'est pas dans de la pitié, hein, on n'est pas dans la charité. Voilà. Même en devenant imbuvable, ils deviennent encore plus citoyens presque. Ils deviennent presque encore plus normaux, si j'ose dire, ou encore plus valides. Voilà. Bon, plutôt que normaux. Alors, je terminerai par une question. Francis, je t'ai entendu dire, voilà, on a fait ça vis-à-vis de l'hôpital, on a pu mettre en place ceci, cela. Bon, c'est intéressant. Ce que je voudrais savoir, c'est le 11. Derrière, ce sont tous les travailleurs sociaux de son équipe, etc. Mais concrètement, c'est si facile que ça. Je trouve que finalement, au travers de ce que tu dis, je trouve qu'il y a presque une sacrée latitude finalement. Il y a la loi, il y a les règlements, puis à côté, il y a la vie. Et vous êtes sans arrêt à surfer, semblerait-il, ou alors j'ai pas bien compris, pour adapter le fil rouge qu'est la loi à des situations réelles que la loi n'a pas pu prévoir. Et il semble que vous soyez capable de faire changer des pratiques d'autres institutions. Et j'imagine que l'institution hospitalière, elle n'est pas plus légère à manier que d'autres institutions. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais, donc concrètement, on fait comment? Concrètement, on part d'un vrai travail avec les responsables légaux, on part d'un vrai travail avec les familles, on part d'un vrai travail avec le juge du tribunal, on part d'un vrai travail avec les professionnels, et autour du projet, il y a un consensus. Voilà. Et souvent, nous, ça part d'un élu qui a une idée par rapport à l'accompagnement d'une personne. On va partir dans une direction, hein, et puis le responsable légal, il dit bah ouais, on va peut-être pouvoir y aller. Et puis, en fait, parce que là-dedans, l'idée, c'est, on est toujours là-dedans, hein, c'est on ouvre le parapluie, chacun à son niveau, pour essayer de prendre le moins de gouttes possible. Et seulement si on structure vraiment bien l'accompagnement, si on structure vraiment bien la réflexion autour de l'accompagnement, si on structure vraiment bien le plan d'aide, que ce soit au niveau du plan d'aide fait par l'équipe médico-éducative et l'obligation maintenant quand même d'un responsable légal, ce qui n'était pas avant, c'est de mettre en place un plan d'aide. Avant, un responsable légal, il n'avait aucun compte à rendre. Hein. Maintenant, il a obligation de recueillir auprès de la personne et de dire voilà, on va prendre telle direction et ce sera bon pour une année. D'accord. Et ça, c'est validé par le tribunal, d'accord, par le juge de TGI, quoi. Donc, voilà. Et c'est là où il y a des leviers. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne dis pas que ça marche, mais en tout cas, si on va tous dans le même sens et qu'on est bien carré, il n'y a pas de problème, on peut tout à fait avancer. L'histoire des 100 € pour le mec qui allait voir les prostituées, là-dedans, à la limite, le mec qui se fait gauler, bon, on ne savait pas qu'il avait 100 €, mais parce qu'on lui avait donné, parce qu'il aime bien la pizza, et puis il va bouffer des pizzas 3 fois par semaine dans la pizzeria, du machin, mais on ne savait pas du tout qu'il est monté là-bas, quoi, tu vois. Mais d'un autre côté, on sait aussi très bon, parce qu'il y a eu 2 agressions envers une infirmière, et que le gars nous a verbalisé, mais moi j'en peux plus là, j'en peux plus du tout là. Il faut que je me tape une nana, et il faut que je me fasse. Et j'aurai jamais une nana, de toute façon, j'ai les 2 jambes, elles sont foutues, comment je fais? Voilà, l'histoire elle était là. Et le mec d'ailleurs, finalement. Isabelle? Après on va s'arrêter. Hein. Une remarque, parce que
vous parliez de sujets. Et moi, ça m'évoque aussi qu'on oublie que les personnes âgées sont des sujets. Quand on voit dans les maisons de retraite, on les appelle par leur prénom, c'est pas monsieur un tel, madame un tel. J'ai remarqué qu'on oubliait que c'était des sujets... Et ça, c'est la loi 2002 qui nous oblige, et la loi 2005 qui nous oblige à c'est la recommandation des bonnes pratiques, qui nous oblige à travailler autrement l'accompagnement des personnes. Des idées, il y en a des tonnes autour de ça, autour de l'accompagnement des personnes. Ça passe par le vouvoiement, ça passe par éviter de donner un diminutif à une amie. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'en amont, faut que la maison de retraite ou l'institution ait recruté du personnel formé. Et ça, honnêtement, il y a des années en arrière, dans les maisons de retraite, le personnel n'était pas formé. C'est comme le maintien des enfants à domicile. Je veux dire, si on veut que les enfants soient les gardes d'enfants, là, ben, si on ne forme pas les mamans, les aides, là, et puis de temps en temps qu'on les envoie pour des petites formations par rapport aux gamins, et ben, ce sera des mauvaises aides à domicile, des mauvaises assistantes maternelles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ça c'est important, c'est qu'il faut revenir toujours au truc. La loi 2002, la loi 2002 est quand même arrivée parce qu'il y a eu des cas de maltraitance, la promotion de la bientraitance dans les institutions, l'accompagnement à la sexualité et à la vie affective, on est là-dedans, mais l'accompagnement à la bientraitance et la protection des personnes, ça part des maisons de retraite, parce que c'était tellement de bordel dans les maisons de retraite, avec des gens pas du tout qualifiés, que le traitement des personnes, c'était la catastrophe. Et que quand derrière on a créé ce qu'on appelait des évaluations externes, internes au départ et externes, il y avait des mecs qui arrivaient de l'extérieur, qui venaient voir comment est-ce qu'on travaille avec les personnes en situation de handicap ou les personnes vieillissantes, en disant ça c'est un point fort, ça c'est un point faible, ça c'est un point fort, ça c'est un point faible, très bien, c'est bon, on vous renouvelle votre truc et vous allez passer en évaluation externe. Vous passez en évaluation externe, on refait la même, vous avez un point fort, point faible, vous allez retravailler là-dessus pour les 5 ans qui viennent, et si vraiment ça merde, on ferme. Retrait de l'agrément. Voilà, et ça c'est les trucs qui ont été construits avec la 2002. Oui, 2002. Même dans le cadre familial, on a tendance à infantiliser les personnes âgées. Oui, ça c'est un autre débat. Et là, on est des professionnels, on ne peut pas le faire. On va s'arrêter. Donc, moi, je veux vous donner simplement la phrase qu'a prononcée le réalisateur quand il a eu les réponses à son questionnaire, vous savez, où c'est l'amitié qui a eu la première réponse. Il a dit « Ça m'a réjoui parce que ça veut dire que le film montre que tout le monde est atteint d'un handicap en matière de communication avec les autres. » Voilà, je trouve que c'est très très positif comme conclusion. Donc je voudrais remercier Francis de Béda pour son expertise et pour ses interventions très pertinentes. Francis, je te remercie énormément. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Gérard, peut-être une déclaration encore? Non, d'accord. Ce que j'ai dit au début, c'est maintenu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur notre boîte mail. Et puis notre programme, il vous sera distribué lors de la demi-journée des associations au mois de septembre. C'est toujours début septembre. On vous attend. Là, il faut qu'on bosse. On travaille. À bientôt. Bonne nuit. Merci.